Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est pour ça que c'est avec plaisir que finalement on n'est pas en visio ce soir, mais qu'on est salle Le Canuet. La dernière fois, nous étions avec Geneviève Darrieussecq et les questions ont fusé. J'espère que, en fait, j'en doute pas, ce soir, ça va également fuser, puisque ce format à vos questions, c'est vraiment voilà, de l'échange direct, de l'échange comme on a envie d'avoir. Et ce soir, nous avons un invité qui a plein de facettes. Un invité rock'n'roll, un invité, si on devait le qualifier, qui a été un vrai militant. Un militant de terrain d'abord, parce qu'il a été très jeune élu maire, il a été maire à 29 ans et ça a duré 26 ans, c'est dire qu'il devait être bon. Et puis, il n'y avait pas que ça. Patrick, c'est aussi, parce qu'évidemment, nous sommes avec Patrick Mignola ce soir. Patrick, il a également été conseiller général dès l'âge de 26 ans. Il a été conseiller régional. Et aujourd'hui, il est député et en plus, il a la grande charge, parce que oui, c'est une charge, moi je peux vous le dire. Il est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Patrick Mignola, c'est, quand je disais au début, c'était d'abord un militant, c'est parce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé dans des combats électoraux, il s'est engagé pour défendre des idées, comme beaucoup d'entre nous. Mais il a commencé très tôt. Il a commencé dès l'âge de 16 ans. Et dès 20 ans, il a eu ses premières responsabilités au sein du parti. Il a été président des Jeunes Républicains et ça date de 91. C'est dire. C'est là où il a été dans la grande famille de l'UDF, dans notre grande famille. C'est là où il a eu ses premiers échanges et ses premiers contacts avec quelqu'un que nous aimons beaucoup. Évidemment, je parle de François Bayrou. Et tout ça nous amène ce soir, Patrick, à finalement te mettre à nu, d'une certaine manière. J'ai cru que c'était mon oraison funèbre. Mais pas du tout. Je t'embauche dans le cadre de mon enterrement, parce que c'était très, très bien. Ouais. Mais pas du tout. Au contraire, c'est ta capacité à t'engager, ta capacité à créer, à rebondir. C'est pour ça qu'il y avait une vraie demande chez les militants de poser des questions en direct parce qu'on sait que tu vas répondre cash, que tu as plutôt la réputation de ne pas être langue de bois, et c'est ce qui fait du bien. C'est pour ça que je vous invite à poser vos questions sur le fil et Twitter et Facebook en bas. N'hésitez pas, puisque je les prends en direct, et vous allez voir, il n'y a pas tellement de filtres. Donc profitons de ces moments directs. Patrick, on voulait partager avec toi ce moment pour parler de reconstruction de notre pays, de bâtir ce nouveau modèle social. Nous avons vécu une crise qui est la plus importante depuis 1945. Cette crise, elle a pris plusieurs formes. Une crise sanitaire mondiale. Ensuite, on a eu une crise économique. Notre gouvernement a fait le choix d'engagement, de prise de position extrêmement forte, extrêmement ambitieuse, puisqu'il a, grâce à des mesures que nous avons votées à l'Assemblée d'ailleurs et au Sénat, injecté quasiment 460 milliards d'euros. C'est quasiment 20% de notre PIB. Parce que l'objectif premier, c'était préserver les emplois. C'était de permettre à tout le monde de ne pas perdre son emploi à cause de cette crise sanitaire. Et là, s'ouvre d'une certaine manière une reconstruction, une relance qui va arriver. Et tout ça a bousculé notre société, bousculé nos familles, bousculé nos territoires. Il y a eu le pire et le meilleur. Dans le pire, des peurs, des incompréhensions, des mots des fois plus peut-être maladroits. Et le meilleur, ça a été des gestes de solidarité, des collectivités qui se sont engagées, des familles, des associations qui ont essayé de créer des solidarités au plus près d'eux. Notre pays a bouillonné, notre pays a créé, notre pays est resté debout, soutenu par des élus, soutenu par un gouvernement qui a été très ambitieux. Et finalement, on est en train de se dire, la crise n'est pas tellement terminée, puisqu'on en sort, nous sommes encore dans une phase de déconfinement, le virus circule encore un petit peu, donc il faut faire attention, mais il faut reprendre notre vie, notre vitalité et retrouver finalement cette capacité à rebondir. Eh bien, c'est sur le rebond que nous souhaitions te poser des questions. Je vais poser la première peut-être. C'est finalement, pour toi, c'est quoi le bilan de cette crise, si tu devais en tirer un, et surtout, pour toi, c'est quoi nos capacités? C'est quoi l'axe, le cap qu'il faut prendre dans ce rebond pour notre pays? C'est de ne pas oublier pourquoi on a accédé aux responsabilités autour d'Emmanuel Macron. Je vais presque commencer comme ça, parce que bien sûr qu'il faut relancer l'économie du pays, il faut la relancer vite, il faut la relancer parce que ce sont les plus fragiles de la société qui souffrent de la situation économique dans laquelle on est. Il faut la relancer vite parce que chaque jour qui passe endette nos enfants. Tu as très bien redonné les chiffres. Et il nous faut les uns et les autres nous remobiliser pour
pour retrouver une vie économique normale, mais sans oublier que la crise sanitaire et la crise économique, c'était, avant le Covid, une crise démocratique et une crise morale. Et donc, si ressources il y a, je crois, la chance d'être un grand pays, parce qu'on ne le dit jamais assez. La chance d'avoir des Français qui ont montré beaucoup de civisme. Et la question, c'est pas de savoir si c'est le gouvernement ou les maires et les préfets qui nous ont sortis de la crise. La question, c'est d'abord de remarquer que ce sont les Français qui se sont sortis de la crise. Parce que c'est eux qui, par leur civisme, par leur action, par leur solidarité, nous ont permis de passer ce mauvais épisode. Mais s'il y a un objectif à se donner, on viendra à toutes les mesures techniques en matière économique, évidemment, mais c'est de se dire, cette relance, elle doit être économique, mais elle ne doit pas nous faire perdre le fil de là où on doit aller. Si on est arrivé aux responsabilités, c'est parce qu'il y avait une crise morale très profonde dans ce pays. Et au fond, si depuis des mois, on a vu des avocats jeter leur robe par terre, des enseignants jeter des cahiers par terre, et la semaine dernière, des policiers jeter des menottes par terre, ça doit nous interroger sur le fait qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, et qu'il faudra refaire de l'argent, mais qu'il faudra aussi refaire de la vie, quoi. Et quand tu dis refaire de la vie, c'est finalement ces solidarités que tu viens d'évoquer. Pour toi, quelle forme, comment les garder plus pérennes? Comment faire que demain, ce qu'on a pu voir sur nos territoires soit beaucoup plus peut-être régulier? Comment faire confiance encore plus à nos territoires? On se pose cette question de finalement notre modèle démocratique. Comment peut-être l'améliorer? Comment le fluidifier? C'est peut-être des questions assez simples, mais qui viennent de notre quotidien. Et donc, on s'est saisi, et tu as eu raison de dire, c'est bien les Français qui sont sortis de cette crise, parce qu'ils se sont saisis de la réalité, de cette période qui était quand même dingue, on peut le dire. Mais comment les aider encore plus? Comment permettre à chacun d'être un acteur? Moi, je crois qu'il faut rebâtir un pacte social. Parce que, je dis souvent, pour repartir, il faudra mieux répartir. Et les Françaises et les Français repartiront d'autant plus vite dans la production et la productivité économique, retrouveront confiance pour consommer plus ensemble demain, réinvestiront dans l'économie de ce pays, si et seulement si le progrès est partagé. Et donc, bien sûr qu'on a une solidité économique qu'il nous faut retrouver. Bien sûr qu'on sait qu'il faut qu'on ait de la relance, et en particulier une relance par la demande, parce qu'on sait que c'est ça qui manque aujourd'hui. On sait qu'il faudra de la relocalisation industrielle. On sait qu'il faudra donner des virages écologiques qui sont devenus enfin un peu plus possibles. Parce que détruire du capital pour le décarboner, c'est très difficile. Quand on a un capital qui a été déstabilisé, ben c'est beaucoup plus facile de le décarboner, parce qu'on le fait redémarrer sur des bases nouvelles. Mais surtout, il faut réécrire un pacte social. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Il faut que chaque Française et chaque Français soit intéressé, au sens premier du terme, à la relance. C'est la raison pour laquelle on défend, tu le sais, au groupe Modem, mais désormais, cette idée a infusé dans toute la majorité et au-delà. Il faut que chaque point de croissance retrouvé, chaque point de rentabilité recouvré dans les entreprises soit mieux partagé entre capital et travail. Sur les 20 dernières années, la rémunération du capital a augmenté 7 fois plus vite que la rémunération du travail. Et c'est pas comme ça que ça peut marcher. On s'était déjà fâché avec le travail quand on avait fait les 35 heures. C'est-à-dire qu'on avait expliqué aux gens qu'on pouvait travailler 10% de moins en gagnant la même chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on écoute la droite, elle nous dit qu'il faudrait travailler 10% de plus et gagner la même chose. Mais au fond, c'est la même faute. Parce qu'on explique aux gens que leur travail n'a pas de vraie valeur, puisque finalement, ils peuvent travailler 10% de moins ou 10% de plus et ils gagnent la même chose. Ben non, moi je considère que le travail a une valeur, et que si cette valeur permet de créer de la rentabilité dans les entreprises, de créer de la productivité dans le secteur public, il faut qu'il soit rémunéré en tant que tel. Et donc, ce n'est pas seulement une relance qu'on doit penser, c'est aussi une autre approche d'un progrès partagé.
Tes propos commencent déjà à créer et à questionner, puisqu'on a les premières questions qui viennent de Laurent et de Fatima, et les deux en fait se rejoignent d'une certaine manière. Fatima, elle dit comment on peut revaloriser encore un peu plus des métiers qui ne sont pas délocalisables. Et Laurent, lui, revient sur quelque chose qui me tient à cœur, et je te jure, je ne l'ai pas soufflé à Laurent la question, mais ça touche en réalité l'économie sociale et solidaire. Et sa question, elle est très simple. Il dit comment accompagner une économie plus juste, comment accompagner une économie qui crée et qui partage plus justement, qui finalement refait vivre ou réinvente une sorte d'égalité, fraternité à l'intérieur de l'entreprise. Je sais que, ça, tu le sais, ça nous tient à cœur, on essaye de le faire vivre, mais est-ce que tu crois que demain, l'économie sociale et solidaire, qui est encore... Aujourd'hui, elle est entre 10 et 15% en fonction des territoires, 15% des emplois. Comment demain accompagner en fait cette économie qui, de fait, n'est pas délocalisable, mais surtout qui a dans sa culture le partage de la richesse. Et finalement, le fait d'avoir l'humain au centre de l'entreprise, c'est aussi une manière de venir corriger ce que tu disais, c'est-à-dire une surrémunération du capital plus que la création de la valeur humaine. Et le capitalisme, ce n'est pas une valeur morale, c'est un outil. Voilà. Donc c'est une valeur qui est d'ailleurs ni morale ni immorale. C'est un mécanisme amoral. Et donc la meilleure façon de développer l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre de l'économie sociale et solidaire dans le monde de l'entreprise. Un des grands enjeux qu'on a devant nous, c'est qu'on n'analyse plus les objets sociaux des entreprises et leur performance uniquement sur le plan financier. On a créé dans le cadre de la loi Pacte un certain nombre d'obligations qui sont au fond d'ailleurs des obligations assez peu contraignantes pour les entreprises, mais c'est de définir ce que peut être le projet d'entreprise au-delà de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et c'est très bien comme ça. Il n'y a aucune immoralité à ça. En revanche, la performance extra-financière, ce qu'il y a encore quelques temps on appelait la RSE, ce qu'aujourd'hui on appelle l'ESG, écologie, sociale, gouvernance, il faut qu'on soit capable de l'écrire. Et on rigole beaucoup des États-Unis en disant que tout ça, c'est une espèce d'ultralibéralisme uniquement économique. Les États-Unis sont en train d'écrire, en ce moment même, un cahier des charges, des règles de cotation de l'ESG. Ce que nous ne faisons pas. Alors donc, on vit aujourd'hui dans un système économique et financier où ce sont des règles américaines qui permettent de faire de la cotation financière. On ne peut pas se permettre que l'Europe, et notre pays en particulier en Europe, passe à côté de cette cotation extra-financière. Et donc, moi, j'entends tous les discours du monde sur le fait qu'il faut être plus social, il faut être plus moral, il faut être plus écologique, il faut être plus partageur. Moi, je pense qu'il faut surtout être plus concret. Et qu'on soit capable d'écrire dans la loi et de faire vivre dans chaque entreprise et avec les partenaires sociaux, qu'on soit capable d'écrire ce que peuvent être les objectifs non financiers d'une entreprise. Et c'est là qu'on retrouve évidemment les leviers de l'économie sociale et solidaire. Et si on est capable de se dire que l'entreprise du XXIe siècle, c'est forcément une entreprise du partage de la valeur, mais parce que de toute façon c'est une structure économique dans laquelle on travaille dans le partage, on aura fait un pas de reconnaissance vis-à-vis de tous les métiers, parce qu'effectivement, comme le disait très bien la personne Farida, je crois, qui posait la question, la crise a montré finalement qu'on revenait à une situation normale. C'est-à-dire que c'est très sympa de faire de la mondialisation, c'est très sympa de faire des échanges, mais pour avoir quelque chose à échanger et quelque chose à échanger dans le monde entier, encore faut-il des gens pour le produire. Or, qu'est-ce qu'on a découvert pendant la crise? Qu'il y avait des producteurs, qu'il y avait des femmes et des hommes qui étaient en réalité ceux qui tenaient. Le président de la République les a appelés ceux de la deuxième ligne, mais si on veut bien se rappeler la Déclaration des droits de l'homme, où les seules distinctions entre les êtres humains ne doivent être fondées que sur l'utilité sociale, je pense qu'on a l'occasion, dans le cadre de cette relance économique, en plus d'écrire ce que peut être cette nouvelle histoire. Comment rattraper? Comment ne pas laisser les Américains passer devant nous? En fait, le sujet, il est là, puisqu'il y a une envie de notre pays, en tout cas on sent cette envie dans la société d'avoir plus de partage, d'avoir plus de démocratie à l'intérieur de l'entreprise aussi. Et on y participe, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qu'on a votées, et entre autres, tu as cité la loi Pacte, et effectivement c'est une
c'est une vraie avancée dans l'économie. Et quand on dit l'objet social de l'entreprise, l'évolution de l'objet social de l'entreprise a été un débat fondamental. Aujourd'hui, on a l'occasion de le mettre en œuvre, peut-être un petit peu plus vite. Toujours dans la même lancée, je crois que tu es en train de déclencher un cycle de questions sur la place de l'économie. Il y a deux questions qui s'équilibrent. C'est comment faire avancer les marchés publics avec la notion en fait, de commande, comment faire évoluer la commande publique pour qu'elle soit peut-être intégrée des clauses sociales, des clauses locales. Et l'idée simple, c'est de dire finalement comment accompagner nos producteurs locaux, comment permettre aux communes d'être encore un peu plus décisionnaires sur leur marché. Ça, c'est une des questions qui est approfondie par Laurent. Je vois que la question est plus longue, mais ma mission est aussi de la synthétiser et de la rendre accessible. Et l'autre élément qui est assez important, comment embarquer toute l'Europe avec nous ? Puisque, n'oublions pas, nous sommes dans un marché européen, et si nos réussites ne seront complètes que si c'est des réussites européennes. Alors la question sur l'Europe, c'est une question à la fois complexe, mais à laquelle on peut répondre en peu de mots. C'est que si on est capable, nous, de créer ce système de cotation, de notation des performances extra-financières des entreprises, on pourra le généraliser à l'Europe parce qu'il y a intérêt. C'est-à-dire que non seulement je crois qu'on partage avec un grand nombre de nos partenaires européens ces valeurs-là, mais en plus l'Europe y a intérêt parce que si les Américains le font, c'est pas seulement par philanthropie. C'est aussi parce que c'est un formidable levier de fidélisation et d'entraînement des générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. La génération de mes enfants qui vient sur le marché du travail, elle ne veut pas seulement gagner un salaire, elle veut aussi participer à la marche du monde. Et si demain on souhaite son engagement et si on souhaite qu'elle développe l'économie française et si on a envie qu'elle reste dans une entreprise, ma fille, eh ben, je veux dire, si elle n'a pas ce supplément d'âme, forcément ça ne marchera pas. Donc, c'est pas seulement une idée politique, c'est aussi une idée d'efficacité économique. Comment on fait dans les marchés publics ? Reprenez le programme de Bayrou en 2007. Très bonne source. 20% des marchés consacrés uniquement aux petites entreprises locales. Les Américains ont voté leur Small Business Act en 1963. Ça m'amuse de parler deux fois des États-Unis parce que finalement, on se rend compte que pour un pays d'ultralibéralisme économique, dans bien des domaines, ils nous ont été supérieurs pour essayer d'orienter l'économie dans le bon sens. Mais consacrons 20% aux petites entreprises pour pouvoir servir les petits, les naissants et les locales. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de loi, il y a besoin de responsabilité et de courage chez les décideurs locaux. Parce qu'on pourra faire toutes les règles du monde. Mais quand on attribue un marché public en disant on met 50% de la notation sur le prix, 50% sur la qualité technique, écologique, environnementale, sociale. Si on note le prix entre 9 et 10 sur 10 pour toutes les entreprises, mais qu'on note la partie RSE, ESG, de 1 à 5, en réalité, on fait totalement disparaître l'objectif de valorisation de la qualité des entreprises en tant que telles et dans toutes les dimensions du terme. Tout ça, c'est que du courage. C'est de pouvoir venir aujourd'hui autour d'une table d'une commission d'appel d'offres en disant, effectivement, on ne va pas surpondérer la question du prix. On vient de le voir avec les masques. Il y a des entreprises, il y a des groupements d'entreprises qui se sont créés partout en France pour créer des masques grand public. Aujourd'hui, elles nous écrivent déjà en disant on va arrêter notre groupement d'entreprises parce qu'on avait complètement revisité notre chaîne de production pour pouvoir produire du masque. On ne peut pas le faire parce qu'on a des collectivités à 2 pas de notre usine qui continuent d'acheter des masques au Vietnam. Si on veut de la relocalisation industrielle, il faut qu'on ait la responsabilité des élus locaux. Alors je sais que c'est compliqué, puisque moi j'ai présidé pas mal de commissions d'appel d'offres, et qu'on peut toujours se dire, il y a un risque de contentieux. Eh ben chiche. Allons devant un tribunal administratif, et j'attends que le porteur de contentieux devant un tribunal administratif explique que même s'il est inférieur en matière de RSE, il aurait dû être retenu quand même. Simplement, ce qu'il faut que nous, on fasse, c'est effectivement avoir le bon système de cotation pour qu'il soit opposable et qu'on renvoie les immoraux à leurs études.
Eh bien voilà une piste très concrète, c'est une vraie proposition et effectivement ça sécurisera peut-être certainement même les élus locaux dans leurs choix et dans leurs décisions. Aujourd'hui on sait que 70% de la commande publique c'est de la commande des collectivités territoriales, 70%. Donc effectivement on peut insuffler, on peut donner les outils, on peut sécuriser le chemin et ensuite il faudra que les élus locaux puissent l'actionner et l'actionnent. C'est pour ça que en fait il y a 3 nouvelles questions, une qui vient de Samia, une qui vient de Myriam et à nouveau Laurent qui réitère. Et ça va dans le même sens. C'est comment accompagner nos entreprises, c'est primordial. Samia qui dit le projet d'entreprise au-delà de l'argent, le social business par exemple, est important et ça a de l'avenir. Comment convaincre nos patrons français pour qui c'est pas si naturel que ça, que finalement c'est l'avenir. Et ça tu as commencé à y répondre en disant mais en fait c'est simple. Pourquoi aujourd'hui la signature française a de la valeur? C'est parce que nous avons un État qui est stable, nous avons un modèle social, nous avons un contrat social passé entre nous, et finalement cette stabilité, cette résilience de notre pays et notre modèle social fait que notre signature, elle a de la valeur. Et cette valeur, il faut la garder. Donc les questions qui se posent, c'est comment continuer. Il faut appliquer. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on ait des outils objectifs, pour pouvoir aider les entrepreneurs. Concrètement, quand on dit on fait la participation, moi je trouve intéressante la proposition de loi qui vient d'être déposée par notre collègue Olivia Grégoire à l'Assemblée. Elle a dit on met en place la participation même dans les petites entreprises, la participation aux bénéfices. Mais on ne demande pas aux entrepreneurs de le faire. On demande à la DDFiP, à la Direction locale des impôts, de leur faire le contrat de participation type. En matière d'intéressement, c'est la même chose. Il faut que les chambres de commerce, que les chambres de métier, que les fédérations professionnelles donnent des accords d'intéressement type. Après, effectivement, les patrons prendront ou prendront pas. Moi, je parie qu'ils prendront, parce que si on leur décomplexifie la vie et que, en plus de ça, ils ont envie d'attirer les salariés, de les conserver au maximum, dans ce cas-là, forcément, ils viendront sur ces sujets-là. Mais tout réside dans l'application. Ce pays, il est plein de bonnes idées. Les parlementaires travaillent à peu près convenablement, enfin, surtout toi, Sarah. Mais le problème, c'est que quand on vote des lois, on ne les applique pas. Je suis stupéfait. On a revisité le Code du travail. On était d'ailleurs très contents. Finalement, on a pu en profiter pendant le Covid, parce qu'à l'époque, on s'était fait moquer de nous, parce qu'on avait légiféré sur le télétravail. On a fait ça à l'été 2017. Et bien finalement, on a été bien content de trouver au moins ce premier cadre législatif et réglementaire. Mais la plupart des éléments qu'on a mis dans la réforme du Code du travail, la possibilité de faire des accords de productivité dans les entreprises, des accords de compétitivité dans les entreprises, la capacité qu'on a saisie dans PAC de faire de l'actionnariat salarié pour les structures économiques, quelles qu'elles soient. En fait, personne ne l'a appliqué. Et je me suis même retrouvé l'autre jour, quand je faisais un déplacement dans un département, en face d'un président de MEDEF qui m'a dit « Bon, il serait quand même temps que vous réformiez l'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, un menuisier ne peut pas monter sur une échelle. » Et j'ai dit « c'est toi qui vas tomber de l'échelle, mon garçon. Il faut quand même faire un peu attention. Ce truc est réglé depuis 1 an et demi. Donc si tu lis même pas les lois qu'on fait à l'Assemblée, dont les décrets d'application sont sortis, et qui effectivement ont sécurisé toutes les absurdités qu'on pouvait connaître, parce qu'effectivement, ça a existé le menuisier qui n'avait pas le droit de monter à l'échelle, ça a existé le boulanger qui ne pouvait pas aller à 5 h du matin avec son maître d'apprentissage. Mais aujourd'hui, ça, on l'a simplifié. Il faut juste s'en saisir. Je crois que c'est le rôle des parlementaires, je crois que c'est le rôle des mouvements politiques de le faire, c'est le rôle des élus locaux, et c'est le rôle de tous les corps intermédiaires. Parce que moi, je vois bien que désormais, il faut qu'on revalorise, sinon qu'on vénère tous les corps intermédiaires. Moi, je ne fais pas de démagogie sur le sujet. Je pense qu'on a besoin des corps intermédiaires, parce que c'est comme ça que fonctionne une société. Mais il faut que les corps intermédiaires prennent aussi la main. C'est-à-dire, quand on a la possibilité de les passer très concrètement dans une entreprise de 42 salariés, un accord d'intéressement, eh bien, il faut que les partenaires sociaux, MEDEF, CPME, U2A d'un côté, CFDT, CGT, FO de l'autre, se mettent autour de la table de leur parité départementale et qui fassent des propositions pour ces entreprises-là. Parce que forcément, ça ne se fera pas tout seul, parce que tout le monde a le nez dans le guidon. L'application, c'est l'affaire de tous. Donc la loi, elle peut être votée par les députés. Il faut que les députés n'oublient pas qu'après, ils doivent la faire vivre sur le terrain, mais surtout que tous les acteurs économiques, qui, je le précise au passage, vivent quand même avec pas mal d'argent public, il faut qu'ils soient aussi les ambassadeurs et les acteurs de l'application. Je crois que le message est bien lancé, il est clair, mais c'est à ton habitude, donc tout à ton honneur. Et d'ailleurs, je vois d'autres réactions se poser.
Il y a la question du télétravail, juste pour rappeler, parce que beaucoup de familles ont été confrontées en fait à l'organisation en télétravail, à s'adapter, à finalement aussi prouver des fois à des managers que non, il n'y a pas de baisse de productivité quand on télétravaille. Ça ouvre un autre débat en parallèle, c'est à nouveau le droit à la déconnexion, comment on l'accompagne. Et finalement, tu as raison, le télétravail, on l'a fait avancer dans la loi il y a plus d'1 an, et on a rendu ce droit opposable, puisqu'aujourd'hui, c'est bien à l'employeur de refuser, de motiver le refus, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et c'est ce qui a permis de peut-être ce premier acte de confiance. Cet outil, il a existé, et là, on l'a utilisé. Est-ce que tu crois fondamentalement que pour notre économie, que le télétravail est un bon outil? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans sa mise en œuvre? Parce que on l'a essayé en très très large d'un coup, mais on en a vu le meilleur, peut-être les premières limites aussi. Comment l'accompagner? En tout cas, c'est une question qui revient, puisque beaucoup y fondent beaucoup d'intérêt. Donc moi, je crois beaucoup que ça peut accompagner notre économie, et évidemment, ça va accompagner notre écologie. Parce que la dérive qu'on connaît depuis 30 ans, ou par mauvaise habitude, ou parce que les élus locaux n'étaient pas persuadés de la nécessité de la transition écologique et énergétique, ou parfois par lâcheté, parce qu'on autorisait des droits à construire à 20 ou 30 km des villes. On se trouve aujourd'hui avec des acteurs économiques, des salariés, du public comme du privé, qui peuvent vivre très loin de leur lieu de travail. Donc le fait de limiter les transports va aussi nous apporter une réduction de l'empreinte carbone. Ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est une discussion à l'intérieur des entreprises. Parce que le télétravail ne remplace pas le travail. Il faut qu'on se dise ça. Parce que vivre dans une unité économique, c'est aussi avoir une vie sociale. Et pendant cette crise, au même titre que nos enfants ont beaucoup souffert, et on commence à en voir les dégâts psychologiques aujourd'hui, de ne pas aller à l'école, de ne pas être socialisé, de ne vivre qu'avec des adultes, et donc paradoxalement qu'avec des soucis d'adultes. Ça a été très compliqué pour les enfants, et je pense que c'est un des éléments sur lesquels aussi bien l'État que les mairies devront se remettre assez lourdement en cause sur la responsabilité qu'on porte par rapport à cette génération-là. Mais au même titre qu'on a vu ça pour les enfants, on l'a vu aussi pour les parents en télétravail. Parce que quand on n'est plus dans son entreprise, qu'on n'est plus dans son association, qu'on n'est plus dans son administration, qu'on travaille à distance, oui, on fait le travail. Mais en fait, on perd à la fois l'affectio societatis, c'est-à-dire ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble dans une structure économique, quelle qu'elle soit, et puis on perd du lien social. Donc il faut à la fois qu'il y ait une discussion sur comment on est le plus productif ensemble. C'est pas un gros mot, donc, et parfois effectivement ça peut se faire à distance. Il faut aussi qu'on observe que parfois les entreprises avancent, et les mentalités aussi, et la vie sociale surtout, aussi autour d'une machine à café. Est-ce que c'est pas interdit de voir d'autres gens dans la vie que son ordinateur et son conjoint, même si on l'adore? Surtout quand on l'adore, c'est mieux. Moi, enfin, je vais te poser des questions peut-être sur un autre cran. On a parlé beaucoup d'économie, beaucoup d'entreprises, mais beaucoup d'humains dans l'entreprise. Et ce qui m'amène à peut-être un autre prisme, une autre facette de comment bâtir un nouveau modèle, comment reconstruire notre pays après ces moments violents qu'il a vécu. Tu as parlé de la situation psychologique des enfants, tu as parlé effectivement des difficultés des parents qui pour certains avaient et à travailler et à accompagner les enfants en même temps, la promiscuité aussi du confinement. Tout ça a provoqué évidemment des fois des hauts, des fois des bas dans les familles, mais c'est comme tout, c'est la vie. Un autre sujet qui est à bâtir, c'est la question démocratique. On a parlé d'une crise sanitaire, on a parlé d'une crise économique, et aujourd'hui, la question démocratique a été posée. Et là, je vais aller sur 2 points peut-être. Le premier, c'est qu'on a vécu, et je pense que ça a choqué beaucoup de Français, un débat scientifique à la télé qui a bousculé. C'est-à-dire qu'on avait 2 scientifiques qui disaient 2 fois deux choses contraires. Et donc, qui a fragilisé ce lien de confiance qu'on peut avoir et qui est nécessaire. Donc, comment peut-être réconforter, comment reconsolider? Puisque là, il y a un doute. Là, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pas, à mon avis, sans conséquence. Et le deuxième point, sur la question démocratique,
comment faire vivre encore plus fortement cette démocratie sur nos territoires. On a vu la proximité des maires, on a vu leur capacité à se saisir, on a vu aussi une assemblée, une démocratie qui ne s'est jamais arrêtée, quelle que soit la situation. Le Sénat s'est réorganisé, nous à l'Assemblée nationale on a fait pareil. Et bien finalement, Patrick, comment améliorer encore un peu plus ce lien de notre côté, je veux dire au niveau des élus nationaux, mais également au niveau local. Je sais que tu travailles énormément sur les questions aussi de nos collectivités, de notre démocratie, et je pense que te lancer sur ce sujet permettra également à tous ceux qui nous suivent eh bien, de creuser cette curiosité et d'aller vers des questions qui complètent, puisque je sais que le temps est compté, mais j'aimerais bien qu'ils découvrent plusieurs de tes facettes. Alors je pense que la question institutionnelle n'intéresse pas du tout les Français. Ni les modes de scrutin, ni les élections, ni le millefeuille territorial, c'est pas le truc qui fait partie de leurs priorités. En revanche, ce qui fait partie de leurs priorités, c'est un diagnostic qu'on peut essayer de poser ensemble. Nous ne faisons plus société. Au fond, chacun se vit et se déclare abandonné, mal reconnu, dans sa singularité, dans son effort, dans l'énergie qu'il consacre à lui-même, à sa famille, à sa vie quotidienne, à l'ensemble de la société. Et il faut qu'on réécrive à cette société une raison d'être. Faire société, c'est avoir quelque chose à partager avec les autres. Et se dire que le projet politique que peut porter ce pays, qui peut réconcilier les égoïsmes, pour qu'ils ne deviennent pas des frustrations et des violences, comme on le voit trop souvent, c'est de se dire qu'on peut partager la richesse, on vient d'en parler, on peut partager les ressources, et on doit le faire, et on peut partager les pouvoirs. Et c'est seulement à ce titre qu'on pourra attirer l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'on a un État qui marche sur la tête. On marche sur la tête. On a 57% de dépenses publiques dans notre PIB. Et pourtant, on a eu le sentiment qu'il y a eu plein de dysfonctionnements pendant cette période de crise. Mais les dysfonctionnements, on les connaissait avant. On les avait d'ailleurs dépiotés pendant le grand débat après les Gilets jaunes. C'est-à-dire, on a besoin, rien qu'en termes d'organisation de l'État, d'avoir des préfets qui aient un véritable rôle de coordination sur toutes les autres administrations d'État qui sont sur le terrain. Tous les moyens sont là. Les personnes sont là, elles sont compétentes, mais la plupart du temps, elles sont mal coordonnées. La première chose qu'on apprend dans une entreprise, en termes de management, c'est le désilotage. Plus travailler en silo, chacun dans sa ligne de nage. Bon, si on est capable de faire ça au niveau local, on aura déjà avancé en matière d'État déconcentré. Il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est que on ne se retrouve pas à continuer à prendre des décisions au niveau des administrations centrales, alors qu'elles pourraient être mieux prises sur le terrain. C'est-à-dire, en matière de santé, on voit assez bien les choses de ce point de vue-là. Après tout, aujourd'hui, le fait, et c'est une très forte demande de leur part, que les élus locaux puissent participer à la définition de la politique de santé publique sur leur territoire, ce qui pourrait permettre aussi de mieux le doter financièrement, c'est extrêmement intéressant. Et le millefeuille territorial, enfin, on ne peut pas continuer à vivre dans un truc où on ne sait plus vraiment qui est responsable de quoi. Or, il n'y a pas de liberté d'organisation démocratique s'il n'y a pas de véritable responsabilité derrière. Et moi, je rêve d'un truc. C'est qu'on dise à tous les élus locaux, parce que ce n'est pas forcément un truc très grand public, mais on pourrait le faire avec les élus locaux, et puis après, le soumettre à nos concitoyens. Je rêve d'un truc, c'est que région par région, on mette tous les élus locaux dans une salle, et qu'on leur dise, écoutez, vous allez dire à l'État ce que vous voudriez pouvoir faire en plus. Ici, ce sera les routes nationales, là, ce sera la santé, là-bas, ce sera le tourisme. Jacqueline Gouraud a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, on est prêt. Ça s'appelle la loi 3D, déconcentration, décentralisation, différenciation. Et puis vous allez faire une deuxième chose. Vous allez définir entre vous comment vous allez assumer les responsabilités d'aujourd'hui et les responsabilités nouvelles qu'on pourrait vous donner demain. Et selon les territoires, ce ne sera pas toujours la même réponse. Parfois, on se dira, bah là, il faut que ce soit la région qui soit chef de file parce qu'il y a besoin d'une puissance stratégique. À cet endroit, c'est un petit département qui est assez pauvre, il y a vraiment besoin d'une grosse cohésion territoriale, là, c'est le département. À d'autres endroits, au contraire, il faudra travailler sur les intercommunalités. À d'autres endroits encore, il ne faudra pas s'interdire de faire redescendre au niveau de la commune certaines responsabilités, parce que dans les zones rurales où on a fait à toute force des intercommunalités un peu brutales, et qu'on a un village tous les 10 km, bah, ça fonctionnerait mieux au niveau de la commune qu'ailleurs. Et
et que l'État donne plus de liberté aux pouvoirs locaux, mais que les pouvoirs locaux acceptent d'assumer cette liberté en répartissant mieux leurs responsabilités, en faisant circuler ces responsabilités entre eux, je pense que ce serait un très grand progrès. Et partager les ressources, partager la richesse et savoir mieux partager le pouvoir, enfin, ça peut commencer à nous donner l'idée d'un projet de société qui serait un peu mobilisateur pour les temps qui viennent. Tu parles de projet de société mobilisateur, et pendant tes propos, les questions qui reviennent, en fait, c'est fou et c'est rassurant à la fois. Ça revient sur l'économie. Et ça revient sur l'économie parce qu'en réalité, effectivement, si on ne crée pas de richesse, on n'a rien à partager. Si on n'a pas ce moment de sociabilité, eh bien, on est tout seul. Et il y a d'autres dangers. C'est la solitude, le fait d'être totalement décroché. Et donc, deux sujets reviennent. Le premier, en plus, c'est un sujet qui te plaît, c'est l'industrie. Comment accompagner notre industrie, comment faire pour qu'elle soit encore plus performante et leader. Et puis un autre qui est posé par Fatima, qui dit et comment on repense nos territoires? Comment on repense nos territoires avec des économies qui sont en train de changer? Comment on repense des espaces pour plus de télétravail, mais quand même avec des liens humains? Donc elle parle du coworking. Et Laurent qui pousse juste un tout petit peu plus loin le sujet en disant mais finalement, redonner à la démocratie un nouveau modèle politique, est-ce que ce serait une nouvelle manière de s'exprimer? Et là, évidemment, ça nous mènera sur le troisième temps de notre échange. Je pense évidemment aux 150 propositions du Conseil citoyen et pas quelle suite en tant que telle, mais quelle expérience, quel bilan tirer de cette magnifique expérience, comment faire vivre cette démocratie participative à côté d'une démocratie qui est une démocratie qui est la nôtre, une démocratie délibérative, une démocratie qui ne met pas de côté, mais qui laisse bien la légitimité par l'expression démocratique, par l'expression du vote. Donc ça, c'est un troisième point que je garde et sur lequel je reviendrai, mais ces deux points principaux, comment finalement faire vivre économie et territoire, contrat social et aménagement local. Alors, il y a deux temps. Parce que là, on a beaucoup parlé des valeurs de la colonne vertébrale qui nous animait dans la relance. Mais dans la relance, il y a deux temps. Premier temps, c'est un temps de sauvegarde. Il ne faut pas qu'on s'effondre. Et on se redonne les moyens. Même d'ailleurs, aujourd'hui, on commence à avoir des retours statistiques qui sont intéressants parce que la reprise serait un peu meilleure qu'attendue. Et ensuite, il y aura le temps du rebond en lui-même. Dans ce temps-là, comment on réindustrialise? Avec une volonté politique. Moi, je regrette beaucoup que depuis Montebourg, on ait intégré le ministère de l'Industrie dans le ministère de l'Économie. À chaque fois qu'on met un truc dans Bercy, en général, le mettant aux ordres de ceux qui gèrent nos finances, il perd beaucoup en liberté d'action. Et avoir, je crois, dans ce pays, une vraie stratégie industrielle qui soit identifiée en tant que telle. C'était Hubert Védrine ce matin qui faisait d'ailleurs cet appel en disant il faudrait qu'on ait un ministère de l'Industrie exclusivement dédié à la relance. Ce serait intéressant. Et en quoi ça rejoint les territoires? Nous avons besoin de décarboner l'économie. Décarboner l'économie, c'est décarboner l'énergie. Donc demain, si on veut des industries vertes, il faut qu'on ait des productions énergétiques renouvelables. Et c'est précisément dans les territoires les plus pauvres qu'on va pouvoir le faire. Parce que produire de l'énergie à partir de l'eau, ça on le fait depuis longtemps. Le faire à partir de la biomasse, le faire à partir des productions de déchets industriels, faire en fait de l'écologie territoriale, ça passe très précisément dans des territoires qui ne sont pas métropolisés. Et donc si on est capable demain d'avoir une volonté industrielle et une énergie décarbonée, on est capable de l'implanter là où on souhaite faire de l'aménagement du territoire. Ça passe simplement par deux choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas se contenter de faire des contrats de plan État-région pour la relance. Il faut faire des contrats de plan État-petit territoire. Et qu'on investisse dans les petits territoires, qu'on descende dans la granulo, parce que si on fait ça région par région, les territoires les plus ruraux, les plus fragiles, ne sont pas forcément touchés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut toucher à un gros mot, il faut toucher aux impôts de production.
Les impôts de production, on sait ce que c'est, enfin en tout cas les entrepreneurs, et souvent les salariés le savent, la C3S, la CVAE, la CFE, ces sigles horribles, qui représentent, je le dis comme ça au passage, 78 milliards de prélèvements sur les entreprises de ce pays, alors que l'impôt société, qui est payé tous les ans par les entreprises, celui qu'on voit le plus, n'en représente que la moitié. Si on touche pas aux impôts de production, je ne sais pas comment on fait de la relance industrielle et de la relocalisation industrielle. C'est extrêmement sympathique de dire qu'il faut fabriquer des masques et des médicaments sur le territoire français. Je soutiens cette idée. Mais on va vite nous expliquer que par définition, s'ils sont partis dans d'autres pays, c'est parce que ces autres pays n'avaient pas la même fiscalité. Et ça passe par un New Deal fiscal avec évidemment les collectivités locales, puisque les impôts de production sont la ressource principale des collectivités locales. Je pense qu'elles sont dans un moment où elles ont compris que l'important, ce n'était pas de savoir si on avait une CVAE ou une part de TVA, parce que ça a souvent été les discussions qu'on avait dans les comités de finances locales, mais que l'important, c'était de pouvoir recréer des emplois dans le pays ou de conserver ce qu'on a déjà. Donc ça va être ça le vrai enjeu des discussions des mois qui viennent. Eh bien, tu vois, en allant sur les impôts de production, tu as répondu à une question qui a été posée avant même finalement que je te la pose, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en direct et l'échange que nous avons avec vous derrière vos écrans, finalement, c'est qu'il y a une vraie connexion. C'est plutôt rassurant. Et puis c'est quelqu'un que je connais, c'est Samia, parce que du coup, je te dédicace quand même la réponse que Patrick a apportée. Patrick, on va aller sur la troisième phase, peut-être le troisième sujet. C'est les 150 propositions de la Convention sur le climat. Ça a été un moment de démocratie participative assez intéressant, assez inédit. On sortait quand même d'une crise, la crise des Gilets jaunes, avec beaucoup de grands débats sur nos territoires, qui ont permis au pays de s'exprimer. Et sur chaque territoire, il y a eu en fait ce moment, cette respiration, cet échange, cette construction volontaire. Sauf que le grand débat qui se pose, c'est il ne faut pas opposer démocratie participative et démocratie représentative. Mais comment faire converger, comment tirer le meilleur de cette intelligence collective et finalement de ces propositions qui sont, sans apporter aucun jugement, qui traitent de beaucoup de sujets et qui arrivent avec une conclusion. L'idée, c'est de dire, toi, quelle est ta perception de cet exercice ? C'est quoi le meilleur ? C'est quoi peut-être le pire ? Et finalement, ce qui m'amène à dire, et si on doit refaire, comment on referait ? Moi, j'ai une perception très positive de la Convention citoyenne, d'abord dans sa composition. Parce que ceux qui ont été élus locaux, ou tout simplement qui sont des citoyens engagés dans leur commune, ont vécu dans des outils de démocratie participative qui étaient beaucoup moins performants. Parce que paradoxalement, pour que la démocratie participative fonctionne, il faut qu'elle soit représentative. Et il y a eu un vrai travail scientifique fait par la Convention citoyenne pour que les 150 citoyens qui se sont retrouvés soient vraiment représentatifs de la France, soit une France en petit, parce qu'on a veillé à ce qu'ils représentent le plus équitablement possible les territoires, les formations professionnelles, les situations familiales. Et donc, c'est déjà ce travail qui a été fait. Alors que quand on convoque un comité de quartier dans une commune, vient qui veut, à peu près toujours les mêmes, la moitié étant des opposants ou des lobbyistes. Là, au moins, il y a quelque chose qui a été scientifiquement participatif. Donc, je trouve que c'est une démarche positive en soi. Après, je crois surtout qu'il ne faut pas s'arrêter sur les 2 ou 3 provocations inacceptables, je dis les choses vraiment sans tourner autour du pot, parce que ces 150 citoyens, en reprenant telles quelles des propositions qui étaient faites par un certain nombre d'ONG depuis 20 ou 30 ans, ou en allant se fixer sur des petites marottes, et ben finalement, elles ont attiré l'opinion publique uniquement sur 1 ou 2 trucs qui étaient quasiment des provocations, et on n'a pas vu tout ce qui était important dans les autres propositions. Mais ça fait rien, moi je suis un éternel optimiste. Les 110 km/h, c'est une connerie. Enfin, c'est une connerie en soi déjà parce qu'on peut le faire. Je rappelle que dans toutes les agglomérations, il y a des plans pour l'air, il y a des plans climat, et le préfet peut d'autorité décider, dès qu'il y a un pic de pollution, ou même quand il n'y a pas de pic de pollution, d'abaisser de 20 km/h toutes les routes. Et pas seulement les autoroutes,
les nationales aussi, les départementales, les communales. J'observe d'ailleurs que ce n'est pas une immense invention. Vous allez dans le centre de Londres, il y a des endroits où vous pouvez rouler au maximum à 15 à l'heure et seulement à l'électrique. Donc, ce n'est pas la pensée du siècle, mais en revanche, pour être sûr de faire s'engueuler les Français, parlez-leur de la vitesse sur les routes. Donc voilà, moi je pense que c'est une proposition dommageable, au sens où finalement c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que moi on ne parle que de ça à Chambéry. Il y a un deuxième élément qui me paraît plus grave et en même temps qui peut être une formidable opportunité. C'est l'inscription dans la Constitution que notre liberté serait limitée à l'empreinte écologique qu'on porte. C'est-à-dire qu'on est libre de vivre comme on veut, sauf si nous portons atteinte à l'environnement. Tel qu'énoncé ainsi, moi je suis plutôt d'accord, c'est assez légitime. Il faut que on prépare une terre meilleure pour nos enfants. Mieux que les générations précédentes l'avaient fait. Il faut dire aussi les choses franchement. Voilà. Mais inscrire ça dans la Constitution, au fond, c'est considérer qu'on peut vivre demain dans une société restrictive de liberté, où on est un peu moins humain. Et tous les combats de ce pays, depuis des siècles, c'est au contraire de donner plus de liberté. Et donc, ce n'est pas en s'ajoutant des contraintes. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où, pour quel que soit l'objectif, pour quelle que soit la valeur qu'on veut défendre, on restreigne la liberté des gens. Et au fond, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du débat qui n'a jamais été tranché en matière écologique. Est-ce qu'on est capable de faire de l'écologie seulement si on est décroissant? Ou est-ce qu'on peut faire de l'écologie de croissance qui est compatible avec la liberté et le progrès humain? Moi, je crois que c'est possible. Parce que demain, on peut avoir une analyse de la croissance qui est beaucoup mieux qualifiée, qui n'est pas seulement financière. Et puis, analysons les choses. Si on veut bien se considérer comme étant dans le camp du progrès. L'idée de progrès au Moyen-Âge n'était pas l'idée qu'on pouvait avoir au temps de la machine à vapeur, pas plus qu'au XXe siècle, et celle que nos petits-enfants auront dans quelque temps. C'est à nous de qualifier ce qu'est un progrès. C'est à nous de qualifier ce qu'est la croissance. Plutôt qu'expliquer que finalement, il n'y a pas d'écologie sans malthusianisme. Et donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de propositions opérationnelles qu'on peut traiter au Parlement ou que le président décidera peut-être de traiter par référendum. Ce que je pense des deux provocations majeures, 110 km/h, il faut ranger ça dans un tiroir et en reparler le jour où on aura vraiment pas reparlé d'autre chose, ou qu'on s'ennuiera. Et la deuxième chose, sur l'inscription dans la Constitution d'une restriction de liberté, ben, ça doit être l'occasion d'ouvrir un vrai débat. Parce que si d'aucuns pensent qu'on fera de l'écologie seulement si on est malthusien, si demain on s'interdit de faire des enfants et de vivre comme on veut, moi je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction, et en tout cas c'est pas comme ça qu'on entraînera les Français. Au passage, j'observe que ça nous permettrait de régler deux sujets que la Convention citoyenne a mis de côté. Le premier sujet, c'est celui de l'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une économie décarbonée, il faut qu'on ait une énergie décarbonée. La Convention citoyenne n'a pas voulu parler des questions liées au nucléaire ou à l'hydroélectricité. Moi, je souhaite évidemment que demain, le nucléaire et l'hydroélectricité, pour ne pas faire trop de barrages, puissent être remplacés par des énergies propres et renouvelables. Mais tout ça va durer 150 ans. On aura pris chaud avant. Et donc, tranchons le sujet. Il y a deux solutions. Soit on fait encore appel pendant quelques décennies au nucléaire et évidemment à l'hydroélectricité, c'est un Savoyard qui vous parle, et c'est comme ça qu'on ira vers une économie décarbonée, ou alors il faut décider qu'il faut consommer tellement moins d'énergie qu'il faut qu'on s'interdise de vivre librement et de faire des enfants. De la même façon sur l'artificialisation des sols. Moi je suis parfaitement d'accord sur le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on ne doit plus construire sur des espaces naturels et sur des espaces agricoles. Mais j'observe que tous les maires qui vont se faire élire, quelle que soit leur étiquette, ont tous annoncé qu'ils voulaient dédensifier les villes, débétoniser les villes. Bah, si on ne reconstruit pas la ville sur la ville, si on n'invente pas des densités heureuses et végétalisées dans les villes, par définition, on ira taper dans les espaces naturels et agricoles, sauf
si on s'interdit d'être libre et si on s'interdit de faire des enfants. Et ben moi, je veux une société libre, je veux une société où on peut faire des enfants, où on n'est pas malthusien et où on sait inventer une croissance qualifiée, une énergie décarbonée et des villes qui se développent sans taper dans l'agriculture périurbaine. Et ben ça fait 30 ans que ce débat sur l'écologie n'a pas eu lieu. Ça fait 30 ans qu'on dit « il n'y a qu'un faucon et plus vite ». Mais si on veut faire vraiment, mais posons le débat. Et assumons-le. Et assumons-le. Et c'est maintenant qu'on peut le faire, donc la Convention citoyenne, c'est un programme. Eh bien, encore une fois, tu as répondu à Claudine, parce que pour elle, elle voyait mal comment faire de l'écologie et de la croissance en même temps, sauf que ça ne s'oppose pas. Au contraire, ça converge, et ça converge même très bien si on veut une société où nous sommes quand même libres. Et ça vient compléter les propos, en réalité, de Laurent, qui dit « N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls sur la planète ». Et effectivement, c'est en permettant cette convergence, en embarquant les autres pays européens avec nous, c'est en permettant à chacun d'adhérer et de ne pas s'opposer. C'est comme pour le pays, plus on le rassemble, mieux ça marche. Plus on oppose, plus on divise et plus on mettra d'énergie dans des combats qui sont vains. Maintenant, j'ai envie de dire, Patrick, c'est la règle des 5 dernières minutes. On est sur le temps de la fin. Et les débats ont été assez vifs. J'ai essayé de te pousser sur plusieurs thèmes différents, mais pour que finalement les questions qui se posent découvrent tous tes sujets et de prédilection et d'expertise, mais aussi de conviction. Et en tout cas, c'était franchement visible sur la participation, sur l'intéressement, sur ta vision de l'industrie, que nous, on a la chance d'avoir tous les mardis matins en réunion de groupe. Mais là, c'était différent. C'était vraiment pour que les autres puissent le voir. Ceux qui suivent et participent à ces moments qui sont quand même privilégiés à vos questions, c'est un moment où vous avez un élu, un ministre, un militant, une personne qui, comme moi, comme Patrick, comme vous, a la conviction que notre pays doit pouvoir continuer à avancer, à se construire, en créant des liens plus qu'autre chose, en pensant l'humanisme d'aujourd'hui et finalement en étant des humanistes indépendants et européens. Je crois que je n'invente rien en disant ça. Patrick, les dernières minutes sont pour toi. Si tu avais un dernier mot à partager en cette période, évidemment, de second tour pour certains territoires, et à la veille d'un grand moment, parce qu'on attend évidemment la parole du président de la République sur ce que sera l'après, sur une période où nous sortons, mais toujours vigilants, d'une crise sanitaire, puisqu'on voit tout sur nos territoires, les fameux R0, maintenant on sait ce que c'est, bouger. Finalement, avec tout ça, Patrick, si tu avais une dernière phrase, peut-être un vœu, peut-être une envie, ça serait laquelle ? 1. Prenez soin de vous parce que le Covid n'est pas tout à fait fini. 2. Bon courage à ceux qui sont en campagne municipale, parce que ce n'est pas les situations les plus faciles quand on arrive dans les dernières heures. Vous dormirez vachement bien après, quel que soit le résultat, croyez-en mon expérience. 3. Je crois qu'on a un très bon président de la République, mais n'attendez pas tout de lui. Dites-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je crois qu'on l'a plutôt bien fait dans la crise sanitaire. Et au fond, s'il y a un message à faire passer, c'est que ce pays est jamais plus beau que quand il cesse de se jalouser, qu'il cesse de se rassembler, et qu'il n'attend pas qu'une vérité révélée vienne d'en haut. J'ai le sentiment qu'on gâche de l'énergie à trop se comparer et qu'on ferait mieux d'avancer ensemble. Merci beaucoup Patrick. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, mais surtout dimanche, allez voter. Vous savez, en tout cas si, non, uniquement si vous avez des élections dans votre commune évidemment, vous avez compris le sens de mon message. Et surtout, rendez-vous la prochaine fois. Si vous avez envie qu'on invite certains élus, certains ministres, n'hésitez pas à nous l'envoyer par message. C'est aussi l'occasion de proposer et puis nous, on n'hésitera pas à participer, à envoyer évidemment les invitations. L'idée, c'est que ça se construise avec vous. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. C'est que comme ça que ça existe et que ce moment est pertinent. Encore merci à toi, Patrick, pour ce moment, pour ces échanges francs. Et comme je vous l'avais promis au début, vous avez vu, il n'y a pas de langue de bois.